Carrefour. Eh Tristan, tu sais que le jeu Mafia 3 sort aujourd'hui? Mais oui, je suis déjà au courant. C'est ça, fais ton malin. Ce que tu sais pas, c'est que dès aujourd'hui chez Carrefour, le jeu Mafia 3 est à seulement 46,90 €. Ouais, attends, et comment tu sais ça, toi? Ah, t'inquiète, je te donne une source sûre. Par contre, Tristan, tu gardes ça pour toi. Chez Carrefour jusqu'au 10 octobre, à l'occasion de sa sortie, le jeu Mafia 3 est à 46,90 € au lieu de 64,90 €. Jeu PS4 et Xbox One, déconseillé aux moins de 18 ans. Modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. C'est l'heure de notre rendez-vous de la nuit, la libre antenne au 3921 en direct avec vous jusqu'à 1h du matin. Nous voici ensemble pour ces 2 heures pendant lesquelles on se raconte et on cherche le sens de nos joies, mais plus souvent de nos peines. Souvent la même question vous taraude, à quoi ça sert tout ça? Quel est le sens de ma vie? Il est impossible de définir le sens de la vie d'une manière générale. La vie n'est pas quelque chose de vague, elle est au contraire très réelle et très concrète. Et les tâches de la vie sont aussi très réelles et très concrètes. Elles dessinent le destin de l'humain et chaque destin est unique et différent. On ne peut comparer ni les personnes ni les destins et chaque situation exige une réponse particulière. Donc le sens ne se donne pas, il se vit, s'écoute, se découvre et se construit au gré de nos actions et de nos pensées qui font le lien entre nos aspirations et les contraintes d'une situation. Ces tâches qui donnent un sens à la vie sont différentes pour chaque personne à chaque moment. Attention à ne pas chercher les causes de toute chose au lieu du sens qui reste lié à la liberté de notre interprétation. Car trouver un sens, c'est interpréter. C'est un exercice de notre personnalité dans lequel il s'agit de s'interroger sur nos intentions et nos actes. Trouver une cause, c'est seulement expliquer. Et mener une existence qui a du sens, c'est chercher à comprendre ce qui s'est passé et utiliser cette compréhension pour construire ses pensées et ses actions. Mener une existence qui a du sens, c'est exister en nous reliant à tout ce qui peut nous éclairer, nous réchauffer, nous nourrir. Et puis c'est aussi partager avec d'autres ce que nous vivons. Et c'est exactement cela que nous faisons tous ensemble dans la libre antenne au cœur de la nuit. On cherche le sens et on se le donne. Appelez-nous au 3921, Quentin et Corentin attendent vos appels et les auditeurs vos témoignages qui donnent aussi un sens à leur vie. Et c'est Valentine Gelin qui réalise avec tous ses sens en éveil cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels au 39 21. Europe 1. Sophie Peters. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Henri. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Je commence par vous poser une question. Oui. Est-ce que ce que vous venez de nous lire est extrait de votre livre? En partie. En partie. Je vous dis D'accord. tout. Ça dépend des soirs, mais ces éléments-là, oui, en partie. D'accord. Donc, comme vous ne pouvez pas faire de la pub pour votre livre, a priori, moi je l'ai commandé et je l'attends demain en librairie. Et c'est donc du plaisir d'être soi. Voilà. C'est gentil. Je vous fais une petite pub. Oui, c'est adorable, Henri. C'est-à-dire que j'ai été inspirée pour l'écrire et maintenant c'est lui qui m'inspire de temps en temps pour les introductions. Voilà. Donc on se rend mutuellement service, mon livre et moi. D'accord. D'une certaine manière. Voilà. Alors Henri, je crois que vous voulez nous parler de votre histoire d'amour, d'une histoire d'amour. Oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est une histoire d'amour qui a commencé au mois d'avril, qui est théoriquement terminée maintenant, depuis 4 semaines. Oui. Et mon amoureuse, c'est elle qui a mis fin 3 fois.
donc, si vous voulez, il y a 4 semaines, c'était la 3e fois. Alors, je vais bien sûr vous parler un petit peu de tout ça, mais le nœud de mon appel, enfin, le sens de ce que j'attends, c'est que je vois pas tout à fait clair dans ce que je dois faire, et je balance entre, d'un côté, le langage de la raison, qui me dit, bon, il faut être sérieux, on a des difficultés, etc. C'est pas la peine d'essayer d'insister, de recommencer, laisse parler le bon sens. Et d'un autre côté, j'ai toujours cette affection qui est là, et le sentiment qu'on a quelque chose à jouer ensemble. Alors, je balance de l'un à l'autre. Et donc, si vous voulez qu'on ne perde pas ça de vue, c'est ça mon interrogation première. Oui, ça me fait penser, vous savez, au film de Jane Austen, Raison et sentiment. Mais il balance pas. Mais c'est la problématique où souvent, effectivement, quand on se sent un peu coincé dans une histoire, on oscille entre quelque chose qu'on raisonne et quelque chose qu'on ressent. Oui. Voilà. Donc, alors oui, encore une autre parenthèse. Oui. Je vais bien sûr parler surtout des difficultés que j'éprouve avec elle, donc dire des choses qui peuvent apparaître comme négatives, mais moi je sais que j'ai aussi une sale caboche, que j'ai aussi plein de travers et tout, et même si je vais peut-être en parler moins, je suis tout à fait conscient qu'ils sont là, et je veux pas que ce soit déséquilibré. Voilà, en tout cas ça n'est pas dans mon esprit. Oui, en fait vous mettez effectivement une protection, d'ailleurs pour elle et pour vous, parce qu'effectivement on est deux dans une relation. Oui. Et vous le savez. C'est bien. Alors, c'est quelque chose qui avait démarré très fort. J'avais l'impression que, et elle aussi, que au-delà de si vous voulez, de l'attirance très forte du début, où a priori ça marche toujours, j'avais l'impression que c'était un accord plus profond. Et elle aussi, par exemple, elle a dit, je t'ai enfin trouvé, ça valait la peine d'attendre. Bon, mais ce que je dois préciser, parce que j'ai un peu du mal à tout classifier dans ma tête, donc maintenant que j'y pense, je le précise, c'est quelqu'un qui a, sous des dehors un peu autoritaires, peut avoir des côtés commandants, une très grande vulnérabilité. Et je n'avais pas mesuré jusqu'à quel point elle était fragile, et que donc il y a tout un système de bouclier de défense qui la rend quelquefois dure, etc. Donc ça, c'est vraiment un des nœuds de cette relation. C'est aussi quelqu'un qui est allergique au gluten, qui est très sensible aux odeurs, qui peuvent, enfin bon, voilà, il y a des fragilités multiples. Et puis donc je précise aussi que son dernier compagnon avec lequel elle a vécu 10 ans est décédé il y a environ 1 an d'un cancer, et qu'elle l'a accompagné jusqu'à la fin, même si elle n'était plus tellement amoureuse depuis longtemps, et jusqu'à la fin, et en le gardant chez elle. Donc il y a et si vous voulez, ce côté généreux, je l'ai rencontré chez elle. Quand les carapaces se tombent, voilà, il y a un individu très très beau, très intéressant. Alors, posez-moi une question. Oui. Alors justement, oui, bien sûr. Je croyais que vous vouliez continuer. Vous êtes rencontrés comment ? Par un site de rencontre. Un site de rencontre, d'accord. Et en fait, elle est restée longtemps avec ce compagnon, donc qu'elle a accompagné jusqu'au bout de 10 ans. Ouais. Parce que et vous dites, il est décédé il y a 1 an, donc à l'automne dernier. Ouais. Et elle vous rencontre. Oui, au mois d'août à peu près. D'accord. Et elle vous rencontre en avril. Parce que tout ça va vite, et ça peut expliquer qu'il y ait on va dire une forme de tension dans le début de la relation, c'est-à-dire à la fois bien sûr un grand bonheur et voire un grand soulagement et une grande joie de rencontrer un homme sur lequel elle peut compter, qui lui apporte une vie neuve et nouvelle et pleine de vie d'ailleurs après tout ce qu'elle vient de traverser, et puis un peu effrayée parce qu'encore dans son deuil,
et avec certains allers-retours ou un certain stress, de se lier tout en n'ayant pas encore complètement élaboré sûrement le départ de son ex. Vous voyez, c'est comme si tout se rencontre. C'est certainement possible. Voilà. C'est une problématique. Ceci dit, je précise quand même que ça fait 10 ans qu'elle allait voir un psy, pas un psychiatre, un psychologue. Oui. Et donc, je veux dire que voilà, je pense que c'est aussi une personne qui a un problème des complexes, mais alors ça n'apparaît pas du tout parce qu'elle a un air très costaud, très déterminé, assez. Oui, mais alors en quoi ces problèmes personnels que chacun a ou peut avoir interfèrent selon vous dans sa relation avec vous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans l'entre-deux? Oui, parce que toute personne peut aller chez le psy depuis des années et on va dire, se débrouiller entre guillemets avec, tout en, effectivement, vous observez une certaine vulnérabilité, mais qu'est-ce qui vous concerne vous deux? C'est-à-dire dans la relation qui fait que elle est très très enflammée et puis tout d'un coup elle arrête la relation et puis elle revient et puis de nouveau elle est très enflammée quand elle revient. Alors il y a eu un clash, si vous voulez. Et je pense qu'après, elle a tenté de bonne foi de revenir. Pas toujours, quelquefois de bonne foi, d'autres fois franchement pas. Mais qu'elle n'a jamais réussi à raccrocher les wagons et que je lui ai peut-être cassé, je ne veux pas dire un rêve, mais c'était tellement bien, ça marchait tellement bien. Et tout à coup, la réalité est tombée, c'est-à-dire que je suis un type qui peut être chiant, qui peut être pas facile. Et vous n'avez pas apprécié? Vous n'avez pas apprécié quand elle partait et qu'elle revenait, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est pas bien compris. C'est-à-dire qu'il y a eu un clash entre elle et moi, mais ce clash, ce n'est pas la séparation. Je vais vous en parler. Et ce clash, si vous voulez, a probablement cassé. Je vais dire un rêve, je ne trouve pas d'autres termes. Oui, les illusions du début, qu'on a tous. Oui, on parle du début. Le rêve d'une liaison heureuse, enfin assez sereine, et puis très complète, très nourrissante. Alors voilà ce qui s'est passé. On a été à un spectacle ensemble, et à la fin du spectacle, l'une des actrices est revenue sur la scène et s'est adressée au public. En parlant de la loi travail et en invitant tout le public à se rendre le lendemain à une manifestation contre la loi travail. Moi, j'ai trouvé qu'elle nous prenait en otage parce que tout le monde ne partageait peut-être pas nécessairement son opinion. Je précise que quand il y a eu il y a quelques années les grèves régulières des intermittents du spectacle et que plus d'une fois j'étais à des spectacles où ils intervenaient et même des spectacles qui n'ont pas eu lieu, je n'ai jamais ressenti le moindre problème parce que c'était leur problème spécifique et voilà, et je comprenais ça. Mais là, c'était un problème beaucoup plus vaste et moi j'ai trouvé qu'on était pris en otage. Alors, elle a applaudi et moi comme j'étais contre et que d'autres personnes, pas mal de gens applaudissaient, moi j'ai sifflé. Et elle a été outrée. Mais ça, c'est pas le plus grave. Après, elle n'a jamais admis que c'était une prise d'otage du public. J'ai trouvé ça que c'était pas correct, quoi. Donc il y a eu un premier différend là-dessus. Après, évidemment, on s'est encore accroché sur d'autres petites choses dans la soirée. Et voilà, là, il y a eu la première rupture importante. Alors, évidemment, je peux avoir des côtés intransigeants. Mais disons que c'est une opinion tranchée. Oui, c'est une opinion. Oui, c'est ça, trop tranché. Ouais, c'est plus juste. Oui, mais reprocher... Vous voyez, alors c'est très intéressant, Henri, parce que je pense que beaucoup de couples achoppent là-dessus. C'est parce qu'on est en couple ou qu'on entame une liaison, ou on est dans une liaison, on doit être d'accord sur tout. Là, il y a un événement, vous le vivez d'une certaine façon et vous avez une opinion excessivement tranchée parce que ça vous heurte.
Et elle peut pas du tout d'accord, elle, avec vous. Mais pour elle prend le signe de ce pas d'accord avec l'opinion comme si ça définissait Henri dans sa globalité. Comme si l'opinion que vous avez émise là, c'est assez juste. vous voyez, ça voulait dire que Henri, alors s'il a cette opinion-là dans ce théâtre, ça veut dire que, je vous dis n'importe quoi, hein, demain au petit déjeuner, il aura tel comportement, et on déroule un fil rouge de dire c'est pas du tout le type que je m'imaginais de rencontrer, je suis très déçue. Enfin, on globalise. Or c'est pas juste dans les deux sens, hein, qu'on le fasse à vous, que vous le fassiez à une femme. Mais parce que si vous voulez, elle a été tout aussi tranchante en applaudissant. C'était son opinion, exactement. Mais ce que vous dites est très juste. Et vous alliez à l'encontre, voyez, de l'opinion commune en plus. Donc vous êtes singularisé. Et ce qu'elle n'a pas aimé. Oui. Pardon, oui, je vous ai coupé. C'est d'ailleurs une ambiguïté parce que je suis, alors c'est vraiment sans aucune prétention, quelqu'un d'un petit peu singulier, et c'est comme ça souvent que ça se passe dans les relations amoureuses, c'est quelque chose qui l'a intéressé, mais après cette singularité, elle emmerde avec le temps. Vous avez complètement raison. Alors là, vous touchez aussi un point très 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 essentiel, c'est que au début on est attiré par ces différences, mais après c'est comme par hasard cette différence qui pose problème. Donc au début c'est tout miel tout sucre, c'est formidable, c'est différent, mais avec le désir caché, voire l'illusion du fusionnel. Et donc, si l'autre n'est pas d'accord avec moi, globalement, c'est qu'on s'aime pas. Enfin, je vous la fais courte, mais c'est quasiment ce raccourci-là, qui est dramatique. C'est-à-dire que c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est une personne très intelligente, mais moi, j'ai le sentiment d'avoir été très souvent mis dans des clichés. Et comme vous l'avez dit, un tel fait un événement et on globalise et voilà. C'est qu'elle Henri, se sert. Il intellectualise. Voilà. Henri, il n'est pas dans l'émotion, ce qui est complètement faux. Je suis un type très émotif, mais voilà. Donc c'est marrant comme sur ce petit élément vous arrivez à cette généralité que je peux confirmer, quoi. Oui, et du coup, ça veut dire, vous dites, justement, elle est intelligente, mais elle se sert de son intelligence pour donner du sens ou décortiquer vos comportements, et pas pour le mettre entre vous deux dans la relation. Et ça dit quoi? Ça dit, mais c'est de l'époque aussi, hein, ça parle de nous et de notre époque, d'un désir de relation excessivement fusionnelle, où on doit être d'accord, on doit vivre les mêmes émotions au même moment, et tout ça signe ou signale notre amour. L'amour ne se signale que pas par cette fusion, il se signale par d'une action qui crée quelque chose, par une création d'autre chose, mais pas par le fusionnel. Je suis pas certain, mais je la connais trop peu. Je suis pas certain qu'elle recherchait vraiment un amour fusionnel. Je sais pas, je suis juste pas certain. Peut-être que vous avez raison. Alors, peut-être pas amour fusionnel, mais le signe qu'il y a quelque chose de possible, ce serait qu'on soit d'accord sur tout, ce côté gémellaire, vous voyez, la gémellité de deux êtres qui se rencontrent et on pense pareil, Alors c'est vrai que ça facilite la vie, certes. C'est-à-dire, par exemple, quand on a les mêmes goûts, les mêmes types d'horaires en voyage, par exemple à l'étranger, on aime manger au même moment ou faire des balades ou avoir le même rythme. C'est vrai que ça facilite parce que le quotidien n'a pas à être tout le temps source de négociation. Mais ça, c'est du rythme. On va dire c'est du quotidien. Après, il y a le débat d'idées. Et dans le débat d'idées, là, c'est une sorte de débat d'idées. C'est-à-dire que ce ne sont pas vos idées. On a heurté vos valeurs et elle était dans d'autres valeurs. Ça, c'est de la richesse. C'est pas tout à fait la même chose. Oui. Alors justement, c'est marrant parce que la richesse, c'est-à-dire sous-entendu, l'échange, la confrontation. Pardon ? Oui, bien sûr, c'est exactement ça. Par exemple, ce dont je souffre, et je pense que ça fait partie de son système défensif, je dis par exemple, je dis n'importe quoi, mais je dis par exemple, le bleu c'est très bien. Ah non, il faut du noir. Mais c'est dit de telle façon que c'est pas... moi, je pense que noir, ça serait mieux et qu'on va en discuter pour essayer de voir celui qui est le plus proche de ce qui serait le mieux, etc. Voilà, c'est cassant, c'est affirmé, si vous voulez.
Un autre exemple, un petit travail d'aménagement pour un membre de sa famille. On monte un meuble et puis il doit être placé à un endroit qui fait un petit peu une encoignure. Enfin, il y a un recul dans le mur. Je prends ce meuble qui est une petite bibliothèque et je dis, ça serait mieux accolé d'un côté de ce renfoncement ou de l'autre. Et immédiatement, elle dit, ah non, c'est mieux au milieu. Ok. Mais c'est dit, ça fait mal. Et c'est des choses qui se répétaient beaucoup. Mais la personne concernée, parce que c'était ni pour elle ni pour moi, la personne concernée, elle l'a mise d'un côté. Donc elle a comme choisi... ce que je suggérais. Voilà, elle a choisi. Et il n'y a plus un mot. Et ça l'a froissé? Est-ce que ça l'a froissé, elle, que la personne adhère plutôt à votre proposition qu'à la sienne? Je crois pas du Non, tout. d'accord. Donc c'était juste par rapport à vous. C'est une personne très proche d'elle. Hein, oui. Donc c'est juste... Non, mais c'est intéressant. C'était juste pour savoir où ça se situait. Vous avez dit d'ailleurs très bien, vous avez dit sous des dehors autoritaires, elle est très vulnérable. Elle a besoin de se positionner, en fait. Et donc, si vous êtes d'accord avec elle, ça la rassure. Oui, d'une certaine manière, ça la d'être rassure. rassurée. C'est assez juste. C'est-à-dire qu'elle est insécure dès lors que vous n'êtes pas d'accord avec elle. Là où ça se place pas à cet endroit-là, hein, et je pense que c'est ça que vous comprenez intuitivement. Mais elle, en tout cas, dans son mode de fonctionnement, c'est on a quelque chose à faire ensemble tous les deux. Si il est d'accord avec moi, il me challenge pas sur mes choix. Comme ça, je suis rassurée parce qu'elle le prend très personnellement. À chaque fois que vous lui faites, voilà. Et alors justement, elle n'a pas de chance parce que j'ai un esprit critique assez développé. Voilà, elle n'est pas tombée sur vous par hasard, ouais. Voilà. Et donc, si vous voulez, mais ça ne la concerne pas elle du tout particulièrement. C'est d'une manière générale. Quand je sens des incohérences, des choses comme ça, vous donnez votre opinion. Je les relève. Enfin, et donc. Oui, je suis pas facile du tout. D'ailleurs, mon fils me dit, t'es chiant. Voilà, enfin bon que. Vous avez des opinions. Mais... Ouais, voilà. Oui, chiant. Ça veut dire que les autres en fait vous renvoient. Tu pourrais pas être d'accord avec nous, on serait plus tranquille, mais ça m'aide la vie. Après, effectivement, une autoritaire qui rencontre un homme qui a des opinions tranchées, elle veut que vous rangiez à ses opinions, elle. Mais vous m'avez dit tout à l'heure, et la voix de la raison vous dit, on a des difficultés, et la voix des sentiments me dit, on a quelque chose à vivre ensemble. Parce que la voix des sentiments pourrait tout aussi bien vous dire, on a des difficultés, mais c'est pas grave. Là, c'est la voix de la raison qui le dit. Et on aurait pu inverser. On aurait pu dire, la voix de la raison dit, on a quelque chose à vivre ensemble, et la voix du sentiment, on a des difficultés. Ça aurait pu être inversé. Bon, vous voyez, je vous laisse avec ça. Mais ce qui m'intéresse là, c'est qu'est-ce qui vous donne le sentiment que vous avez quelque chose à vivre ensemble? Alors, d'abord parce qu'il y a eu quelque chose de fort entre elle et moi. Oui. Ça a existé. Et puis, ensuite, comme je vous l'ai dit, je crois, je pense qu'il y a un effet miroir. Oui, on en a parlé. Il y a un effet miroir, c'est-à-dire que pas mal de défauts qu'elle me reproche, elle les a. Alors, du coup, si vous voulez, moi, je trouve que justement, on est bien placé pour essayer de travailler en tant que couple là-dessus, mais en même temps, ça accroît la difficulté parce que ce que je ressens chez l'autre, et peut-être même pas consciemment, on va dire par exemple de l'intransigeance ou tranchant, ça m'emmerde. Parce que intérieurement, inconsciemment, je sais que je suis comme ça aussi, mais ça me renvoie. Donc, si vous voulez, c'est plus que d'autres peut-être. On est comme ça à un carrefour où il y aurait
lieu d'avancer ensemble et en même temps, on est dans plus de difficultés. Est-ce que c'est à peu près juste ce que Ah oui, c'est excessivement juste. C'est très intéressant parce qu'effectivement, la rencontre, pourquoi vous pressentez qu'elle est riche, c'est que effectivement, vous fonctionnez en miroir, c'est que de l'extérieur, on va dire que vous êtes dissemblables, mais de l'intérieur, vous êtes semblables. Alors, c'est-à-dire, et vous l'avez très bien remarqué, que ce qu'elle n'aime pas en vous, c'est ce qu'elle n'aime pas en elle, et c'est souvent comme ça qu'on fonctionne, hein, et vice-versa. Et donc souvent l'autre nous renvoie nos propres défauts au mode de fonctionnement en miroir, mais à l'intérieur, hein, c'est très inconscient tout ça. Et donc, et on déteste forcément, on est allergique. Et vous avez raison que c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant à travailler entre guillemets, parce que si vous arrivez et là, il est là j'allais dire la solution ou l'horizon pour vous, le projet, c'est d'arriver à vous en ouvrir avec le plus d'honnêteté possible. C'est-à-dire si chacun peut reconnaître, si elle peut dire par exemple, bah oui, là c'est vrai, je t'ai un peu fait une scène là pour le fait que t'aies sifflé, mais en fait voilà ce que ça m'a fait à moi. Voilà pourquoi moi ça m'a dérangé, ou ça m'a fait honte parce que t'étais le seul à siffler. Enfin, j'en sais rien, je vous invente des choses là. Voilà, en tout cas ce que j'ai vécu. Ou pour le meuble là, bah voilà, moi ce que j'ai vécu, je l'ai pris contre moi parce que ma problématique fait que j'ai besoin qu'on soit d'accord, ça me rassure. Hein. Si elle a cette capacité à mettre tout ça en mots, et vous pareil, c'est-à-dire vous dites bah moi j'ai besoin de dire mes opinions parce que ça m'intéresse de me confronter, parce que pour moi c'est un challenge, j'en sais rien, intellectuel, parce qu'il y a des choses où j'aurais l'impression de me renier si je les disais pas. Enfin, alors à ce moment-là, on est chacun capable de se dire qu'est-ce que ça active chez moi sans parler de l'autre. Parce que si on commence à se disputer, alors on va aller chez l'autre au lieu d'être chez soi. On va dire ah ben non, tu fais ça, c'est pas bien, etc. J'aime pas. Vous voyez, on tombe dans le reproche. Et je peux avoir tendance à lui dire parce que elle fait la même chose. Bien sûr. Ça fait ceci, cela. Je dis non, j'ai pas fait. Enfin, oui, parce que c'est immature. Du coup, ça devient enfantin. C'est la cour de récré. T'as fait ça, non, j'ai fait ça. Toi, t'as fait ça. Bien sûr, mais si vous voulez, ce que vous dites, je vais un petit peu vous rapporter quelque chose qu'elle m'a écrit parce que c'est intéressant. Mais l'une des questions, alors, elle est capable d'être lucide sur elle-même. C'est pas quelque chose qui est quotidien, mais ça existe. Mais en même temps, c'est classique aussi, on retombe dans nos ornières, donc cette lucidité, elle s'estompe. Et puis, il y a aussi cette question que je me pose, même si elle est lucide et qu'elle sent les nécessités de changement, est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce qu'elle n'est pas prête et que ça va trop la déstabiliser si elle va desserrer des cadenas, des verrous, des bouts? Ouais, alors là je vous arrête parce que là vous êtes chez elle et j'allais dire c'est classé secret défense là le dossier. Vous voyez, c'est-à-dire que là vous faites une supposition, voire une projection sur elle est pas prête, c'est trop tôt, on ne sait pas, vous savez pas, vous ne pouvez pas savoir. Pas sûr même qu'elle-même le sache, et que là, c'est sa liberté. Vous voyez, là, quand je vous dis c'est secret défense, c'est que vous allez trop chez elle, et ça lui appartient. Et puis, il y a quelque chose sur lequel je voudrais attirer votre attention, et qui est un biais, encore une fois, de l'époque dans les couples, parce que quand vous avez, vous, ce niveau de conscience que vous avez, Henri, après, le step d'après, c'est la recherche de perfection. Et là, ça devient dangereux. Parce qu'un couple est des êtres humains, et vous le savez bien, on n'est pas parfait. Et donc, dans un couple, oui, on va pouvoir se parler, comme vous dites, il y a des moments de lucidité, puis il y a des moments où il n'y en aura pas de la lucidité. Il y aura plus que de l'émotion, parce qu'on est aussi fait de ça. Et en soi, et ça rejoint un peu mon introduction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas chercher du sens à chaque chose, c'est-à-dire absolument essayer de triturer le sens, juste prendre le sens tel qu'il est donné, sans aller le chercher plus loin, c'est-à-dire ce que la vie fabrique dans le réel, c'est-à-dire le réel. Mais pas aller trop, parce que là, sinon, on abîme le lien sentimental. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous pointez... Alors là, évidemment, ça me concerne moi, et c'est assez juste, et c'est un des reproches qu'elle peut me faire, quand elle me dit « tu intellectualises trop », etc. Et cette histoire de perfection,
oui, je peux avoir ces travers et évidemment ça peut heurter l'autre. Mais en tout cas, vous êtes pointu, hein, vous mettez vraiment le doigt plus d'une fois sur des trucs, c'est marrant. Et alors Henri, le truc c'est que quand vous êtes à intellectualiser, vous voyez une femme qui a peu confiance en elle, elle se sent insécure du coup. Oui, C'est-à-dire que sans le savoir, vous lui provoquez de l'insécurité parce que comme vous êtes un homme exigeant et qui raisonne, et elle le sait, et sans doute c'est ça qu'elle apprécie chez vous, de la même façon, ayant un peu moins confiance en elle sur ses choix, elle a besoin de s'imposer d'autant plus fort qu'elle peut vous craindre. Donc elle passe en force. Et vous, en face, vous passez en force. Donc peut-être que si vous baissiez la pression... J'ai mis du temps à comprendre qu'elle me craignait et qu'elle faisait d'une certaine façon un complexe. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. Voilà. Et elle est dans se soumettre ou se démettre. C'est pour ça qu'elle va et qu'elle repart. Oui, et c'est très juste, oui. Mais alors, moi, qu'est-ce que je dois éviter chez moi, dans mes comportements? Alors, pas tant éviter, mais être plus cool, plus tranquille, plus léger d'une certaine manière. Vous voyez, de lâcher un peu de la pression, voire de lâcher de l'exigence. Alors c'est chouette l'exigence. C'est peut-être pas ce mot d'ailleurs. C'est pas tant l'exigence, mais plutôt la volonté de perfection ou l'illusion même de perfection. Parce que vous aussi vous êtes insécure d'une autre façon. Oui, c'est-à-dire que votre insécurité à vous, c'est justement quand c'est pas parfait, alors ça m'angoisse. S'il y a des crises, s'il y a des choses, elle est vulnérable, tout ça, ça me stresse un peu. Donc on retrouve un peu le miroir chez chacun qui prend des illustrations différentes pour chacun. Mais peut-être vous, c'est lâcher un peu l'intellect et prendre la relation dans ce qu'elle vous apporte de joli et prendre aussi peut-être cette femme ou enfin la relation, ce qui se passe entre vous deux avec moins de prise, avec peut-être moins d'anxiété à l'intérieur, peut-être moins d'enjeux, parce que vous, si elle vous plaît beaucoup et que vous êtes assez amoureux, il y a beaucoup d'enjeux aussi. C'est pas non plus tout à fait facile, dans la mesure où je me suis fait virer une fois, deux fois, trois fois. Comprends. Je veux dire, je suis aussi en insécurité. Tout ça à veut dire fait. si demain ça recommencerait, c'est vrai. Je me dirais dans combien de temps ça va répéter. Donc, et donc je suis aussi d'autant plus en attente d'affection, de preuves d'affection, et je reçois en retour. Alors, je vais vous donner un petit aperçu. Alors, je suis un mec un peu bordélique. Enfin, bordélique, oui et non, mais en tout cas chez moi, c'est très très mal rangé. La poussière est mal faite, c'est peu dire, et elle m'a donné des coups de pied au cul, ce dont je la remercie, pour avancer dans ce domaine, et j'ai fait déjà des grands pas, mais c'est évidemment nettement insuffisant, mais j'y ai passé des heures, des jours, et j'étais content, et c'était quelque chose aussi qu'on construisait ensemble. Mais ensuite, j'ai dû m'absenter. Disons qu'il y a un mois qui s'est écoulé où très honnêtement et objectivement, je pouvais rien faire. Alors, elle devait venir chez moi, et puis elle m'écrit, bon, pour l'instant, alors ça c'est le premier truc, profites-en pour passer l'aspirateur, ranger un peu, tu as lâché l'affaire, et ce n'est pas dans le contrat. Alors, je sais pas. Ah bon, il y avait un contrat? Ah oui. Comment? Ah bon, il y avait un contrat? C'est pas dans le contrat. Non, c'est une façon de parler, quoi. Enfin, oui, moi je m'étais engagé à ranger. Donc, on peut parler de contrat. Bon, voilà. Et donc, le même jour, tu auras aéré, passé l'aspiro dans ton entrée, cuisine, chambre et bureau, pourquoi pas salon, et enlever poussière. Ça sera donc plus respirable. Je ne lâcherai pas l'affaire. La dernière fois que je suis venu dans ta cuisine et bureau, difficilement respirable, là, elle exagère. Faut que tu aères aussi tes oreillers au soleil. Ah, ça, c'est un SMS que vous me lisez, là, Henri? C'est un message? Oui. Non, enfin, un mail. Quoi. Un mail, oui. Bon, c'est un peu infantilisant, je trouve, de vous envoyer ça. C'est ce que je lui ai dit, quoi. Les oreillers, ils sentent la vieille misère, ok, et puis... Alors, il y en a eu 8 ou 6 vous savez, Henri, 2 jours. Vous lui dites, c'est chouette, tu viens m'aider quand?
Tu viens le faire avec moi quand? Parce que c'est tellement sympa de faire ça à deux. Oui, parce que vous voyez, Henri, c'est là où on touche le couple. Ok, ça lui va pas, la façon dont vous rangez votre bordel, etc. Ça lui va pas, donc c'est aussi son problème à elle, c'est pas que le vôtre. On est bien d'accord. Donc, ça veut dire, tu sais, moi, ça me ferait plaisir que ce soit un peu plus aéré chez toi. Je viens dimanche ou je viens samedi, puis on fait ça tous les deux. Mais ça change tout. Là, elle vous donne un ordre combinatoire de faire les choses avant qu'elle arrive. Et vous, c'est votre monde à vous dans lequel, ma foi, jusqu'à présent, vous étiez bien. Donc, il n'y a pas quelque chose qui se construit à deux, du coup. C'est ça qui m'ennuie dans ce que vous me racontez. On avait commencé à faire quelque chose à deux, c'est-à-dire à l'extérieur. Il y avait une petite tonnelle, et puis là, on s'était mis à deux. Mais souvent, elle est prise par d'autres choses, et elle ne peut pas être là. Mais si vous voulez, tout ce que je veux dire, c'est que je suis un peu infantilisé, et puis je suis pas motivé. Alors, je vous lis encore celui-là, mais il y en a eu Henri, non, on va pas tous les lire, parce que vous voyez leur avance. Il y a d'autres auditeurs, je veux aller à l'essentiel. Oui. Là, ça, c'était juste pour vous montrer un peu des trucs que je peux encaisser. Bon, alors, voilà ce qu'elle disait. Ma carapace était tellement blindée, verrouillée, même le psy a du mal à y entrer. Enfin, avait avant la séance raconté qu'il y a eu un effet assourdissant, que c'en est pathétique. Mais une chose est sûre, c'est que tu n'es pas arrivé par hasard et que grâce à toi ou à cause de toi, je lâche. Oh, rébellion, il y a devant tes avis à l'emporte-pièce, mais j'en ai aussi. Oui. Je tends vers autre chose, je le sens, le devine, je l'espère, j'y travaille en tous les cas. Ok. Henri, votre question, c'est quoi? C'est j'arrête ou je continue? C'est ça votre question? Oui, bien sûr. Ok. La question, c'est quelle sécurité chacun va pouvoir apporter à l'autre? Parce que si elle revient, ou si vous souhaitez revenir, c'est de dire, moi, et c'est ce que vous m'avez dit, moi, je ne peux pas vivre comme ça, sur le fil du rasoir, une relation où à tout moment, parce que quelque chose ne va plus t'aller, tu peux partir. Parce que ça me rend insécure. Donc, moi, ça, c'est mon problème de sécurité. Et toi, je sens aussi que chez toi, il y a quelque chose. Donc, que chacun puisse dialoguer à ce niveau-là de conscience. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et il n'y a qu'à cette condition-là qu'il va être possible ou pas de continuer la relation. Et de vous donner presque un défi, quoi. De vous lancer un défi de quelque chose. Mais vous ne devez plus vous laisser infantiliser par elle. Parce que sinon, vous devenez rebelle. C'est pour ça que vous lui rentrez dedans avec vos opinions et tout. C'est que là, on n'est pas dans un truc d'adulte. Bien sûr, mais quand je lui ai écrit que je sais pas, que c'est entre deux coups de chiffon, je savoure le romantisme ravageur de tes mails nettoyage. C'est très drôle. Elle m'écrit que qu'elle est pas bien, enfin voilà, et effectivement il y a d'autres problèmes. Ouais, et je vais vous laisser réfléchir à ça. Oui, peut-être que à un moment donné, il y a à la fois deux éléments que vous devez tenir compte, c'est une certaine maturité, et puis vous, votre besoin, c'est-à-dire quand je dis votre besoin pas égoïstement, c'est quelle capacité dans le sens quelle envie, quelle confiance vous avez dans le fait de vivre cette relation ou pas. C'est-à-dire, moi, j'ai juste envie de vous parler d'amour, quoi. Ah mais c'est très juste ce que vous dites, parce que moi, si vous voulez, je peux vous dire que, par exemple, par exemple, l'un des trucs, elle m'a répondu quand je lui ai envoyé un mot quand elle m'a envoyé par SMS que c'était fini, que si j'avais pas compris que c'était fini, enfin bon, et elle m'a répondu, et alors là, elle est dans l'excès complet. Je me rends compte que tu es un personnage ignoble, qui se montre tout mielleux. Et calme dans ma famille. Bon, voilà. C'est de l'insulte, pour autant, si vous voulez, j'ai toujours mon affection qui est là. Voilà. Donc, quand vous parlez d'amour, c'est vous. Cet amour est toujours là. D'accord. Henri, c'est à vous. Et vraiment, je vais vous laisser là maintenant avec ça, de mettre votre propre limite
C'est à vous de vous connaître là. Jusqu'où je vais? Est-ce que je suis blessée au point de plus pouvoir, ou est-ce que je continue un peu plus avant la relation? Allons voir plus loin et on verra en me mettant plus de liberté et peut-être un peu moins d'analyse, mais plus de liberté dans ce que vous ressentez. Ça vous va? Ça vous va pas? À un moment donné, chacun est dans la responsabilité de ce qu'il vit. Ça rendra elle libre et vous aussi par la même occasion. D'accord? Donc plus de responsabilité, de liberté mutuelle, oui. Et en même temps, c'est pas trop ambitieux, par exemple, enfin de ma part, mais de notre part, de penser qu'on peut effectivement faire un travail qui fasse avancer le couple et chaque individu. Alors, là, je vous ai pas complètement suivi. Compris. Oui, vous voulez dire qu'un couple fasse avancer chaque individu et pas ensemble. C'est ça que vous avez dit? Non, de penser que justement dans cette trajectoire, dans ce vecteur qu'on peut être dans le couple, chacun peut être le vecteur pour avancer. Vous voulez dire que chacun se serve de l'autre. L'enfance, est-ce que c'est pas trop ambitieux de croire que qu'on va pouvoir faire ça, quoi? Non, mais il y a pas, là encore une fois, vous raisonnez, il n'y a pas d'ambition, il y a pas quelque chose à réaliser absolument, il y a quelque chose à vivre. Et à vivre d'heureux et parfois de moins heureux, mais d'envie, de motivation, d'engagement, de quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le cas de le dire, et dans le cœur, d'avancer quelque chose. Et quelque chose sur lequel on ne sait pas pourquoi moi, pourquoi elle, on n'en sait rien. À un moment donné, on ne sait pas ça. Il est là le mystère de l'amour. Donc, on pressent, on sent qu'on est bien et que c'est ça qu'on a envie de vivre avec l'autre. D'accord ? D'accord. En tout cas, voilà. Et Marie vous dit, rien n'est plus destructeur qu'une relation insécure, en filigrane, avec des reproches incessants. Ça, vous devez effectivement tenir compte. Oui. Ça, c'est important. D'accord ? D'accord. Merci, Henri. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Bonsoir Sébastien. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci de m'accueillir. J'ai le privilège ce soir d'être sur l'antenne et ça me fait plaisir, malgré que je suis troublé. Parce que je suis très réservé comme garçon. Enfin, voilà, je vais essayer de me conditionner psychologiquement, comme si personne ne nous entendait, comme si j'appelais. Mais c'est une bonne idée, voilà, une amie. Hein, une amie, oui. Eh ben oui, on va dire ça comme ça. Donc je tenais aussi à vous remercier pour ce que vous faites, la libre antenne, parce que ça réchauffe les âmes sombres, quoi, dans la nuit. Comme le faisait Macha sur France Inter quand j'étais adolescent, les années 80, et que je l'écoutais, quoi. Et ça me rappelle un petit peu ça. À l'époque où... votre adolescence. À l'époque, oui, dans les années... moi, j'ai écouté Macha en 85, j'avais 13 ans. Parce qu'à l'époque, appeler SOS Amitié, ça coûtait une blinde. Oui, ça c'est vrai que la radio, ça coûte pas cher. Non, mais je l'appelais pas, mais je l'écoutais, quoi. Comme je vous écoute à vous. Et alors Sébastien, qu'est-ce qui vous amène ce soir dans la libre antenne? En fait, comme j'ai expliqué à votre collaborateur au standard, en fait, c'est un mal de vivre chronique, récurrent, qui date de mon enfance. J'ai 44 ans, je les ai eu en mars dernier. J'ai été déstructuré, j'ai été déscolarisé d'une façon prématurée. J'avais à peine 15 ans, c'était en 86, j'avais 14 ans. Et donc, je suis sorti de là sans formation, sans qualification. Donc, au lieu de me tirer vers le haut, ça m'a tiré vers le bas. Et ça m'a déstructuré socialement. Donc, je me suis très très vite, j'ai sombré dans la dépression. J'ai commencé à boire, je buvais déjà très jeune. J'ai commencé à boire de l'alcool à 11 ans. La cigarette également. Après est venu les cigarettes, le chocolat remixé, quoi, un peu plus tard. Et puis, beaucoup d'addictions.
Et Sébastien, je vous arrête. Pourquoi vous avez été déscolarisé très jeune En fait, je n'ai jamais réussi à m'intégrer dans un cadre. Je suis quelqu'un de très instable et qui Et donc vous faisiez virer en fait des différents établissements? Déjà à l'école primaire, enfin déjà tout petit, je pense que j'étais... Comment je pourrais expliquer ça? Je pense que par rapport avec ma mère, j'ai eu un attachement... je suis très attaché à ma mère, peut-être un peu trop. Ouais. Donc c'était psychosomatique. À 4-5 ans, enfin déjà tout petit, à 5-6 ans, parce que bon, j'ai pas souvenir, mais vers 6-7 ans, j'ai le souvenir que c'était psychosomatique quand m'emmenais à l'école, c'était un voisin. Je vomissais, j'avais des maux de tête, terrorisé par l'école. Voilà. Par le maître, par l'instituteur, pas forcément par l'institutrice, ça dépendait si elle était méchante ou gentille, mais bon. Terrorisé surtout par les hommes, parce que moi, à l'époque des années 80, ils étaient plutôt virulents, déjà psychologiquement ils vous maltraitaient, et physiquement parfois c'était pas toujours justifié, disons que des cancres comme moi, des bourriques, ils en prenaient plein la tronche, quoi. Et vos parents, enfin, je sais pas, ou votre père, est-ce que de quelle façon ils se sont occupés de vous, voyant que vous, enfant, vous aviez quelques difficultés? Moi, j'étais l'aîné d'une fratrie de 4 enfants, et donc, comment dire, mon père avait une éducation psychorigide, donc pour lui, il fallait que ça marche droit, et on ne s'est pas compris. Bon, il est décédé, ça fait 11 ans, suite à un accident pulmonaire, mais bon, on ne s'est pas quitté à mauvais terme, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ouais, et votre maman, vous surprotégeait, arrivait pas à vous lâcher? C'est ça. Vous étiez quoi? Vous étiez l'aîné? Je suis l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. J'ai 2 frères et une sœur. D'accord. Et bon, on a des relations cordiales, mais on n'a aucune affinité, on a très peu de contact. Et eux, dans la vie, la scolarité, tout ça, ils sont socialisés par rapport à vous? Il n'y a pas de souci, ouais, ils ont, chacun a trouvé à peu près sa place. Mon plus jeune des frères a fêté ses 31 ans en août dernier. Bon, lui, il a un CAP, un BEP de menuisier. Bon, il vit chez ma mère, moi aussi je vis chez elle parce que... Vous vivez toujours chez votre mère, hein? J'ai pas trop les moyens, j'ai beaucoup d'addictions, tout ça, et là je comptais aménager dans un endroit qui était un appartement relais, parce qu'on m'avait proposé ça en attendant le logement social, et manque de bol, ils me l'ont proposé, ils m'avaient pas dit que c'était attenant à un cimetière, et moi, quand on m'a fait visiter, l'appartement, le studio du report choyen, il est nickel, impeccable, ça va quoi. Au niveau de la superficie. Par contre, ça m'a fait une drôle d'impression. J'ai flippé, quoi, je sais pas. Ouais, pour moi, être attenant à une église, ça m'aurait pas dérangé. Mais être attenant au niveau d'un cimetière, avoir une résidence attenante, ça a créé un blocage, ce qui fait que j'ai préféré ne pas y aller parce que je pense que j'aurais psychoté grave. J'aurais eu des crises d'angoisse. Et aujourd'hui, Sébastien, donc vous vivez chez votre maman dans cet état-là. Et est-ce que vous êtes suivi et épaulé? Non, parce que le problème, c'est que j'habite une région très rurale, qui est le département du Lot, dans le 46. Ouais. Et il y a plus de chèvres que d'habitants, tout est mal desservi. Et j'aurais voulu me rapprocher d'une ville comme Brive, par exemple, ou bien Montauban, qui sont des villes un peu plus importantes. Et c'est sectorisé, c'est juste un peu compliqué. Donc là, je vais quand même essayer de faire des demandes pour des logements sociaux. Oui. Parce que j'ai le permis, mais je me suis très endetté financièrement. Je ne vis que d'aide sociale par rapport à mes difficultés. Ouais, et je me suis endetté financièrement par rapport aux addictions que j'ai pu avoir. Ouais. Sébastien, ce que je vous propose là, on va s'interrompre quelques instants pour les informations. D'accord. Et on se retrouve juste après pour essayer de démêler un peu les fils ensemble. Hein. À tout de suite. À tout de suite, Sébastien. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters.
direct. La libre antenne se poursuit sur Europe 1 en direct avec vous. On s'y confie, on se conseille, on partage les uns les autres ce qui tisse nos vies. On prend le temps pour chercher ce qui peut rendre votre vie plus douce. Alors si ce soir vous avez le corps gros, la tête emplie de questions sans réponse, appelez-nous au 39 21. Quentin et Corentin sont là au standard pour vous accueillir. Et c'est Valentine Gelin qui réalise cette belle émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyez un mail sur le site europe1.fr 39 21. J'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Et on retrouve tout de suite Sébastien qui était avec nous juste avant le journal de minuit. Vous êtes là, Sébastien ? Oui, toujours fidèle au poste. Toujours fidèle au poste. Alors Sébastien, vous nous disiez que vous êtes qu'en galère, qu'il vous arrivait que des galères dans une immense solitude. J'ai l'impression que j'ai la loose, quoi. Que vous avez beaucoup de solitude, quoi, très déstructuré socialement, donc des connaissances oui, mais des copains, des amis, non, il y en a pas. Et puis de solitude non-stop, quoi. Et la solitude vous pèse trop, c'est ça ? Ouais, c'est non-stop, quoi. C'est le désert, quoi. C'est le désert dans tous les domaines. Et que du coup, c'est la boisson qui vous tient un peu trop souvent en compagnie. Voilà, un cocktail, enfin, c'était mon cocktail, ça a été longtemps le hashish, l'alcool, et bon, c'est plus le hashish maintenant, j'ai arrêté, quoi. Mais bon... Et je suis beaucoup dans l'addiction médicamenteuse et tout ce qui est benzo, et également l'alcool, quoi. Bon, ce soir, j'ai pas pris de médoc, je suis à peu près clean et j'ai pas bu d'alcool non plus, quoi. Parce que vous êtes dit Europe 1, donc il faut que je... Non, il faut pas, voilà, faut pas... Taquine. Non. Puis, j'appréhendais aussi. J'essaie de faire comme je vous ai dit, comme si on était tous les deux tranquilles, qu'il n'y ait personne qui nous entende. Se conditionner psychologiquement parfois. Enfin, c'est facile au téléphone parce qu'on n'a pas les personnes. C'est vrai. Vous êtes dans votre univers et moi dans le mien d'ailleurs, dans le studio. Alors Sébastien, vous avez dit tout à l'heure, avec mon père, il fallait que ça marche droit. Oui. Excusez-moi de vous couper. Non, allez-y, je vous en prie. Je vous laisse poursuivre. Non, parce qu'il avait... il avait une éducation psychorigide. Mon père, s'il était encore de ce monde, il était le 43, février 43, donc il a 73 ans. Et ma mère, c'est pareil, elle a 68 ans. Pourtant, c'est l'époque babos, puis Saint-Lobe, mais malgré tout, non, ça le faisait pas. Enfin, mon père, peut-être un peu plus qu'elle, mais encore pas trop. C'était pas les chemises à fleurs et machin et compagnie. Parce que je me demandais justement dans quelle mesure, Sébastien, votre personnalité, le petit garçon que vous étiez, arrivé dans cette famille l'aîné, c'était un peu tout de suite au secours. Moi, j'ai pas envie de marcher dans leur plan à eux ou pas envie de marcher droit. Et donc, vous êtes parti d'emblée sur des chemins de traverse, mais plus ou moins chaotiques, avec des adultes qui, du coup, n'ont pas pu ni voulu vous suivre ou vous comprendre. Et vous vous retrouvez, du coup, en marge. C'est-à-dire, effectivement, vous ne marchez pas droit pour contrer le père, mais du coup, vous vous retrouvez carrément en marge. Ah oui, complètement. Je suis encore en marge parce que j'ai toujours eu... j'ai pas la crête sur la tête, mais j'ai toujours dans l'âme. J'ai toujours eu dans l'âme. Oui, les crêtes du rocroi. Une âme d'enfant aussi, quelque part. Peut-être immature aussi. Une âme d'enfant, c'est pas de l'immaturité, Sébastien. C'est pas la même chose. Non, mais c'est la vie qui a voulu ça, parce qu'il s'est avéré que j'ai pas trouvé ma voie socialement. Après, sentimentalement, on n'en parle même pas. En vivant chez maman, c'est pas très simple. Oui, mais puis même par rapport à ma situation, je crois que personne n'aurait pu s'intéresser à moi. En fait, ça veut rien dire, parce que ça veut rien dire. Oui, non. Vous avez des gens qui ont réussi leur vie sociale et dans leur vie sentimentale, c'est le désert complet, quoi. Oui. Exactement. Un désert affectif, c'est un désastre. Avec une grande solitude. Donc, c'est pas forcément... Non, vous avez raison. Moi, je me pose une question quand je vous écoute, Sébastien. C'est qu'il y a un truc qui colle pas
Il y a un truc qui colle pas entre ce que vous me racontez de la réalité de votre vie, ce que je ne mets pas en doute, et la façon dont vous en parlez, dont vous nous parlez, où vous êtes, je trouve justement, mature, en conscience de ce vers à quoi vous vous confrontez, de vos difficultés. Tout ça est très élaboré dans votre façon de le raconter. Et je me dis, mais quand on a les capacités de Sébastien, mais mon Dieu, pourquoi on les met pas en œuvre? Je sais pas, j'arrive pas, ça me bloque, comme j'expliquais. Alors, à Corentin. J'ai plus confiance aux relations humaines. Les gens m'ont beaucoup blessé, m'ont beaucoup fait de mal. Parce que vous êtes très sensible, hypersensible. Et ils m'ont descendu psychologiquement. Alors, Sébastien, ça c'est les autres, mais il y a vous. Alors, on peut passer sa vie à attendre que les solutions ou les soutiens viennent de l'extérieur. Et puis aussi, on peut essayer de compter sur soi. Alors, j'entends, vous me dites, j'ai plus confiance dans les autres. Mais alors peut-être pourquoi ne pas faire confiance à Sébastien? C'est peut-être le moment, non? Sébastien est sympa. Quand il sort dans une glace, il se crache à la face. Vous voyez, excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Il se déteste, quoi. Ce qu'on lui a dit toute sa vie, que c'était qu'une sous-merde, un tocard, rien du tout, quoi. D'accord. Et vous y croyez, là, franchement, là, entre nous, juste entre nous, là, tout de suite? Franchement, je vais vous dire, quand ça fait 3 décennies, qu'il y a même des gens... Oui, mais ça, c'est encore l'extérieur, c'est les autres. Est-ce que Sébastien, à l'intérieur de lui-même, il croit à ce discours-là? Malheureusement, oui. Maintenant, je suis quasiment convaincu, puisque on m'a tellement dit que je valais rien, que je finis par le croire. Ah, vous avez fini par le croire. Okay. Ah non, mais c'est sûr que ça m'a... Et c'est marrant, vous me dites ça, mais moi, vous le racontez et vous n'avez aucune conviction quand vous me le racontez. Moi, je ne suis pas sûre que vous y croyez tant que ça. Vous voulez y croire. Vous voulez y croire parce que c'est là-dedans qu'on vous a mis. Oui, on m'a mis dans cette case. Il fallait bien me mettre dans une case. Mais alors finalement, maintenant, vous marchez droit. Enfin, vous marchez dans cette case. Eh oui. Vous êtes conformé à l'image qu'on vous a renvoyée. Je suis formaté comme ces gens-là, comme ils ont voulu. Alors, si vous deveniez un peu plus marginal, si vous vous mettiez en marge de la façon dont les autres vous ont voulu. Ah, mais là, je suis en marge, c'est le cas de le dire. Oui, non, mais ça, je suis bien d'accord, mais vous dites, vous voyez le paradoxe, vous dites, je suis en marge parce que les gens m'ont vu et m'ont mis dans la marge. Donc, je dis, si vous voulez vraiment être en marge, ne vous mettez pas là où les gens vous voient, mettez-vous ailleurs. Tout à fait. Ah. Et bon, c'est pas si simple des fois. Ah oui, ça va vous demander de vous bouger, comme on dit, et pas un peu, parce que à 44 ans chez maman, c'est un peu beaucoup qu'il va falloir se bouger. Et puis même, c'est plus possible, parce que je suis chez ma mère, je suis pas chez moi, si vous voulez. Bon, c'est pas viable, quoi. C'est pas des trucs, ça va comme ça pour dépanner, mais... On est bien d'accord, Sébastien, alors, c'est pas... Vous dites, je suis pas sûre que ce soit possible, alors vous tirez une balle dans le pied, là. Il y a Liso qui dit solitude, pas de hasard, tournant de la vie qui marque le temps d'un face-à-face avec soi. Pourquoi noyer cette rencontre avec soi, oser le voyage? Si vous osiez le voyage, Sébastien? J'ai parfois essayé de m'éloigner, mais je crois que j'ai peut-être pas suffisamment de volonté, peut-être, pour persister. Alors, je vais vous dire un truc, mais un peu fou, mais on ne sait jamais. Après, il faut juste payer le billet d'avion, partir loin à l'étranger, dans un pays qui vous est étranger, pas trop cher de préférence, parce que vous avez très peu de moyens, mais il y a plein de pays pas chers. Il y a juste à financer le voyage. Et puis faire des rencontres et vous reconstruire une vie là-bas from scratch, c'est-à-dire de zéro, avec qui vous êtes, et aucune étiquette. Ah, je vous entends plus du coup. Non, mais parce que oui, c'est vrai. Oui. Non, mais justement, ça m'intéresse le blanc. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Elle est complètement dingue. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Vous êtes dit quoi? Moi, je suis très barré. Non, on va bien s'entendre alors. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand je vous ai dit ça? Le blanc, il disait quoi, ce blanc? Pourquoi pas? Ça va pas la tête? C'était quoi la première réaction? Je veux l'entendre. Ce qu'il y a eu dans votre tête, mais que vous n'avez pas dit. Mais vous pouvez tout oser, là. Il n'y a pas de souci. Entre nous, personne ne nous entend. Ouais. D'accord. Non, mais en fait, je sais pas, je suis un peu, je sais pas quoi dire en fait. Je reste sans voix là. Moi j'aimerais, Sébastien, que vous pensiez, parce qu'en fait, ce que j'ai voulu faire avec vous, c'est juste vous ouvrir une fenêtre. C'est juste une fenêtre. Je veux juste vous dire, ok, on se crée des prisons.
Je veux juste vous ouvrir une fenêtre. Ah, il n'y a pas de barreaux, de toute façon. Ben voilà, c'est ce que vous avez mis. J'ai pas de barreaux. J'ai eu des barreaux parfois, mais là, il n'y en a plus, donc ça va. J'ai au moins cette chance-là. Il y a Olivier le patrouilleur qui dit c'est rassurant de se conformer au discours extérieur, car on a toujours connu ça. Sébastien mérite de se faire confiance. Ouais, même de l'exercer, votre confiance. Même de l'exercer, c'est-à-dire, ok, j'entends, vous me dites, moi, je peux pas le voir, Sébastien, quand je le vois dans la glace, je peux pas le voir. J'ai du mal, mais on est bien d'accord que tout ça, c'est l'image qui vous a été renvoyée, c'est le truc qui vous colle à la peau, quoi, qui vous poursuit. C'est un vrai cauchemar, quoi. Bon, je me rase tous les jours, mais vite fait, vous voyez. Je m'attends pas devant la glace, quoi, devant le miroir, quoi. Voilà, je suis pas en admiration devant. Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre en péril. Quoi. Mais vous voyez, je suis pas la seule à entendre un autre Sébastien. C'est pour ça que j'essaye de vous le renvoyer. C'est Yvon qui dit Sébastien est quelqu'un de bien quand même, malgré ses galères. Et c'est que nous, on entend un autre Sébastien là à l'antenne, on vous voit pas. Je suis à double facette, si vous voulez, parce qu'entre la personne qu'on entend peut-être ce soir au téléphone et celui. De toute façon, je pense que la misère ou la détresse des gens ne se lit pas toujours. Vous avez raison, c'est vrai, Sébastien. Et vous voulez dire, et entre celui qui se traîne soit dans le canapé chez maman, soit avec un verre à la main. Oui, mais ça, c'est le Sébastien complètement déprimé parce qu'il a plus d'horizon. Il est complètement fermé. Je ne peux plus rien faire. Mais c'est évident. Plus capable de marcher, plus capable de faire du vélo, alors qu'avant j'aimais beaucoup faire du vélo, des choses comme ça. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de sortir. Je pense à c'est pour ça que je voulu vous proposer une forme d'électrochoc, loin, très loin. Parce que là, vous allez être obligé de marcher, de sortir. Ça va être la vie, ça va être le grand air, ça va être autre chose, ça va être l'inconnu. Et vous confrontez à l'inconnu, je suis persuadée que vous en avez la capacité. Je connaissais un gars une fois qui fait des voyages en Inde ou en Thaïlande et puis qui va passer quelques mois là-bas. Mais moi, je ne vous parle pas d'aller passer quelques mois là-bas. Je ne dis pas juste d'aller passer quelques mois. Je dis d'aller y passer peut-être, j'en sais rien, le temps qu'il faudra, et d'y bosser, quoi, d'y travailler, de vous y loger, de vous y créer votre autonomie. Vous avez des pays où la vie, est pas chère au quotidien. Et que vous créez, vous lanciez, vous naissiez, ce soit une nouvelle vie. Je ne vais pas te couper tous les ponts avec votre famille, parce que vous pourrez bien entendu soit rester en lien, soit la retrouver, mais faire votre expérience à vous, rien qu'à vous, dans un monde inconnu qui ne vous connaît pas, et dans lequel ça va vous permettre de vous découvrir, parce que vous allez découvrir qui ? Sébastien en face à face. Et là, ce qu'on entend, ce qu'entendent tous les auditeurs, et moi y compris, c'est que vous en avez les capacités parce que vous n'arriveriez pas à tenir ce discours-là sur vous d'une certaine manière. Vous voyez le recul. Il y a Babette qui dit relevez la tête, faites-vous confiance, ne les regardez plus, ne les écoutez plus et vivez pour vous, vous êtes un homme bien, alors on y va, dit Babette. Moi je crois qu'un bon coup de pied aux fesses, comme on dit Sébastien. Oui, parce que c'est vrai que si vous me permettez, c'est de maman poule, quoi, et donc elle me surprotège, et voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est confort, mais c'est la grenouille dans la bassine d'eau. Non, mais c'est la grenouille dans la bassine d'eau. On a allumé l'eau, vous savez, en dessous, et elle cuit à petit feu, donc elle est bien, elle a chaud la grenouille, mais quand elle veut sortir, c'est trop tard. Vous êtes la grenouille, c'est trop tard, elle est cuite. Il fait trop chaud, elle veut sortir, mais elle peut plus parce qu'elle a plus la force. Vous mettez la même grenouille dans une bassine d'eau bouillante qui bout, une grenouille toute fraîche que vous avez pris dans les prés. Elle va, elle va sauter, elle va avoir la pêche. Vous êtes tranquille là, dans la bassine, il fait bien chaud, je suis bien. Et puis là, vous vous appelez Europe 1, puis vous dites, ça va pas, j'ai trop chaud moi. Oui, vous m'étonnez. Vous m'étonnez à 44 ans, mais il y a toute la vie qui vous attend. Allez. C'est même pas la moitié de la vie aujourd'hui, 44 ans, Sébastien. Après, ça dépend de la vie qu'on a vécue. Ah oui, c'est sûr. Puis il n'y a pas d'âge, malheureusement. Mais parfois, c'est vrai que quand on n'est pas bien comme ça, soit on a envie de disparaître, ou bien on se suicide à petit feu, parce que c'est vrai que prendre des cachetons, alcool par-dessus, et beaucoup de cannabis, comme j'ai fait à une époque, même simplement alcool, médicaments, qui sont des drogues, des drogues légales,
c'est pas bon pour la santé, quoi. Ouais. Alors Ça peut-être fait que des années que ça dure. Hein. Ben oui, donc c'est peut-être le moment de disparaître ailleurs. Il y a un auditeur qui se demande si vous n'êtes pas un précoce, vous un hypersensible qui a été massacré enfant. Psychologiquement, j'étais massacré, ça c'est clair. Des maltraitances psychologiques depuis ma plus tendre enfance, quoi. Et ça a perduré, quoi. Oui, et peut-être que vous étiez effectivement un enfant très précoce et qui a compris trop tôt voilà ce qu'on voulait de lui et qui a énormément... Il a raison, cet auditeur. Ouais. Alors, il y a un auditeur qui envoie aussi un message à Jean-Sébastien. Quand j'ai le sentiment d'être la dernière des M, 3 petits points, des merdes, je me force à me dire que ce n'est qu'un mauvais moment à passer, que ça va durer qu'un temps. Ça laisse une porte ouverte aux bonnes choses qui attendent sur le perron. Alors, les bonnes choses, ok, moi je suis d'accord avec les bonnes choses qui attendent sur le perron, mais enfin, si on se bouge pas pour aller chercher les bonnes choses sur le perron, elles pourront toujours rester sur le perron sous la pluie et rouiller, hein. Oui, parce que c'est ça, moi. Voilà. Je me rouille, quoi. Je me rouille oui. à tous les sens du terme. Oui, Olivier a raison. Olivier le patrouilleur, il dit Sébastien, les capacités lui manquent sûrement l'impulsion de démarrage pour y aller. Je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce qui serait, allez, on va dire, dans vos rêves les plus fous, elle est où l'étincelle qui vous manque? Elle est où l'allumette? Qui détient l'allumette d'après vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce qu'elle est à l'extérieur de vous? Et ça ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi, cette allumette, cette étincelle? Quelle forme elle pourrait avoir, d'après vous? C'est un peu une colle que vous posez, là. Mais c'est peut-être une bonne idée à chercher du fond de votre canapé. Oui. Voir au fond de votre verre. Je suis pas toujours sur mon canapé, quand même. Non, je vous plaisante, je vous taquine, je fais exprès. Je comprends bien. Je vous provoque. Parce que ce que je veux dire, c'est que je suis un peu troublé aussi par les questions. Et puis, c'est un peu comme, vous voyez, comme si j'étais devant un psychologue, quelque part, oui, qui c'est me le pose cas. ces questions-là. J'ai pas toujours... je suis un peu décontenancé, vous voyez, j'ai pas toujours la question adaptée ou la réponse adaptée. Non. Après, moi, j'ai un langage très, mais très pas, primaire. vous savez, il n'y a pas de réponse adaptée, hein, Sébastien. Non, mais ok. Voilà. Je m'y attends pas, vous voyez. Donc, oui. coup, non, mais ça n'a aucune importance que vous me répondiez pas. Ça n'a aucune importance. Vous savez, je sais très bien que mes petites questions, là, elles vont infuser. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de la réponse. Oui, la réponse, ça va encore ça c'est clair. Voilà. La réponse, elle est que pour vous. Elle n'est pas pour moi. Et c'est pas pour me faire plaisir ni aux auditeurs. Les réponses, c'est celles que vous allez vous apporter et qui vont vous guider. Ça va être la petite lanterne, voilà. Et puis peut-être que ça va pas venir tout de suite, ou vraiment elle m'embête là avec ces questions. Non, du tout, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas toujours préparé des fois au truc. Donc, tant mieux. Moi j'ai vu des wagons de psychiatres ou de psy, mais bon, ceci dit, j'ai pas été assidu, si vous voulez. Et j'ai jamais été assidu dans... Pourquoi vous pensez? Pourquoi? L'instabilité. L'instabilité tout le temps. Ouais. Alors... J'ai du mal à poser quelque part, quoi. Si, chez maman, manifestement. Voilà, encore... là, vous êtes posé, non? Oui, parce que finalement, elle fait tout, elle fait les courses, elle fait le manger. Oui, c'est pas que vous avez l'instabilité, c'est pas que vous avez du mal à vous poser quelque part, c'est que vous avez du mal à vous porter, vous, à vous prendre en charge. Et moi, je dis après tout, j'ai pas à faire des courses, j'ai pas à compter le centimes d'euros. C'est pour ça que je vous dis un bon coup de pied aux fesses, c'est ça qui vous manque. Alors, il y a Axel qui dit, je suis partie au Maroc et j'ai tout repris à zéro. Aujourd'hui, je suis un père heureux et je suis délestée du passé. Ah oui, forcément. Ouais. Je vous laisse réfléchir à ça, Sébastien. Écoutez, et à ce qu'on s'est dit. Bonne route. Moi aussi, d'avoir eu le courage de nous appeler. Non, c'est-à-dire, c'est surtout vous de m'avoir reçu sur votre antenne. Écoutez. Et je suis un peu troublé. C'est pour ça je comprends, mais c'est bien. L'intonation de ma voix. Non, mais Sébastien, c'est super. Moi, je vous remercie d'avoir appelé. Et vous avez une vraie honnêteté, une vraie authenticité. Ça me va tout à fait. Vous me disiez, je suis troublée. Et je préfère ça plutôt que, le bon élève appliqué. Je le sais, c'est fait exprès. Je vais vous dire, c'est fait exprès. C'est exactement ce que je cherchais à provoquer chez vous. J'ai pas voulu, si vous voulez, pour clôturer la peine,
m'inventer une double vie, ça sert à rien. J'ai voulu raconter la vérité, quoi. Oui. Parce que je suis quelqu'un, moi, qui est sincère et bon, on m'accepte tel que je suis ou alors on m'accepte pas. Puis, bon, c'est pour ça que j'ai si peu d'amis, peut-être. Mais bon, non, parce que c'est quand tout va peut-être bien, vous qui vous... Puis quand tout va mal, on n'a plus personne. Oui, c'est peut-être vous qui êtes un peu dans la honte de tout ce qui vous arrive. Alors c'est compliqué d'aller vers les autres quand on n'est pas très fier de sa vie. Hein, donc pour vous, c'est pas facile. En même temps, c'est vrai que quand tout va bien, c'est là où on se rend compte que... Quand tout va mal, c'est là qu'on compte ses amis, puis on s'aperçoit que sur les doigts de la main, il n'y a pas beaucoup. Oui, mais comme dit Francine, voilà, Sébastien, vous êtes quelqu'un d'intelligent, servez-vous-en. Donc la réponse, elle n'est pas dehors, et elle n'est pas chez les copains, d'accord. Et puis, comme disent les bouddhistes, dit un auditeur, c'est dans le boueux marécage que naît la fleur de lotus. Ne dévalorisez pas le fumier où vous croyez macérer. Sébastien, votre fleur est prête pour le soleil. C'est joli, ça. Et puis il y a Yvan qui laisse son numéro de téléphone pour vous et qui aimerait entrer en discussion avec vous si vous le souhaitez, donc on vous le donnera hors antenne. Moi, j'autorise au standard à communiquer mes coordonnées téléphoniques qu'ils ont aux auditeurs qui souhaitent m'appeler. Voilà. Eh bien, très bien. Sachant Merci à qu'ils vous. tomberont sur une messagerie qui est une dame, qui est ma maman. Voilà, et moi, qui s'étonne pas. Sébastien, quoi. Voilà. D'accord. Merci à vous, Sébastien. Bonne nuit à vous. Merci de nous avoir appelés. Et puis j'espère que ça infusera tout ce qu'on s'est dit. Ça va cogiter. Ah, infuser, pas cogiter, c'est le mental. Infuser, c'est à l'intérieur. Ouais, c'est pas pareil. Laissez infuser, comme le thé. Bon, c'est peut-être pas votre truc le thé, mais le petit sachet de thé dans l'eau. De temps en temps du thé. Génial, voilà. Et ben voilà. C'est très bon pour la santé. Et ben super, voilà. Et la libre antenne aussi, c'est bon pour la santé. Ah ben je sais, je le confirme. Allez, je vous embrasse, Sébastien. Bonne nuit. À vous. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. C'est pas donné aux animaux, pas non plus aux premiers blaireaux. Et quand ça vous colle à la peau, putain, qu'est-ce que ça vous tient chaud. Magnifique chanson de Renaud, Les mots. Bonsoir Julia. Bonsoir Sophie. Bienvenue. C'est un plaisir de vous entendre au téléphone. Merci. Je vous écoute depuis plus de 13 ans. Enfin, j'écoute la libre antenne. Ah oui, la libre antenne. Moi, j'y suis pas depuis 13 ans. Non. 2000, le vendredi avec votre voix. Et oui, 2008. J'ai une amie sur mon fil de Facebook qui vous adore, donc elle m'a envoyé la photo parce qu'elle savait que je vous écoutais le vendredi surtout. Voilà. Vous avez des fans sur mon fil d'actualité. Merci, c'est gentil, Julia. Voilà, moi, ce qui m'amène à vous, donc une mamie de 70 ans, avec un esprit de 40 ans. Fun dans mon esprit, mais j'ai un problème. J'en ai plusieurs, mais celui qui me touche le plus, c'est que je suis mamie de 5 petits-enfants. Et de mon fils aîné, issu d'un premier mariage, qui a 51 ans et qui vit loin, qui vit à 700 km de Paris. Maintenant, je suis dans la région parisienne, je suis dans le Val d'Oise. Il a laissé sa femme, il a divorcé sa femme et deux filles, mes deux petites filles, dont une maintenant qui a 17 et l'autre 23. Et suite à ce divorce, ma belle-fille m'en a voulu parce que j'ai repris contact avec mon fils alors que je lui en avais voulu parce que je suis assez féministe dans l'âme. Et c'est une femme au présent très honnête et très bien. Elle a fait d'ailleurs de belles filles qui travaillent, qui ont une situation et tout. Bref. Et donc, j'ai repris contact avec mon fils parce qu'une mère, elle a toujours besoin de reprendre contact avec ses enfants. Et avec ma franchise, je lui ai dit. Et de ce jour-là, donc, ça fait 5 ans qu'elle ne me parle plus et que je ne vois plus les filles, ni elle, ni les filles. Depuis 5 ans 5 ans. 5 ans. Mais il est divorcé depuis combien de temps, votre fils ? L'aîné
à 23, et il l'a laissée, elle était encore au collège, donc elle devait avoir 13 ans, disons 10 ans. Oui, 10 ans, parce qu'il a eu un autre fils avec sa deuxième femme. D'accord. Et pendant les 5 premières années de la séparation, vous avez plus vu votre fils ? Moi, j'ai pas vu mon fils, ça fait 10 ans qu'il a quitté la région parisienne. Oui, mais vous le voyez plus du tout pendant... Je l'ai vu il y a 3 ans, il m'a fait venir sur place, dans le sud, parce que, bon, sa situation, il est bien, lui. Donc, il m'a fait venir, j'avais même une jambe cassée, j'avais voyagé avec les béquilles et tout, parce qu'il avait exposé une galerie de peinture. Donc, il m'avait fait venir. Donc, lui, je le revois, je suis en contact par téléphone. Ouais, enfin, vous l'avez vu une fois en l'espace de 10 ans ? De 10 ans, oui. Voilà. Alors, ça s'appelle pas revoir son fils, ça. Vous avez vu votre fils une fois en 10 ans. J'en ai 3 autres avec moi, de deuxième mariage, qui sont âgés aussi. J'ai 38, 35 et 33. D'accord, les autres, c'est votre deuxième mariage, c'est intéressant. Et c'est là où vous voyez, avec les petits-enfants de ce côté-là, ça se passe bien. Disons que l'aîné qui a 38 de deuxième mariage, je vois mes petits-enfants pas trop parce que je m'entends, le contraire de la première belle-fille, je m'entends pas avec ma deuxième belle-fille. Donc, mais mon fils est très proche, donc il m'emmène les gosses une fois par semaine parce qu'il habite pas loin de chez moi, il habite dans la même ville. Donc je les vois un petit peu 10-15 minutes le mercredi ou le samedi, mais je les vois, quoi. J'ai des photos, j'ai des vidéos, voilà, mais je m'entends pas avec sa femme du tout. Voilà, moi ce qui m'a amené, c'est surtout mes deux petites filles que je vous raconte. L'aînée, elle était très proche du père, c'est peut-être pour ça qu'elle m'en veut, parce qu'elle a sûrement été sur mon fil de Facebook, ou moi qui mets pas des barrières. Non mais attendez. Elle a dû voir que j'étais en contact avec lui. Mais une fois, en 10 ans. Oui, c'est pour ça que je vous ai répété, Julia. Donc vous dites, parce que vos petites filles, si je comprends bien, vous les avez vues donc cet été, c'est ça ? Oui, alors voilà, celle de 23 ans, elle est venue. Alors ce qui m'a étonnée, ça faisait 4 ans qu'on me parlait plus, aucune nouvelle, ni D'accord, la mère, donc ça ni veut les dire filles, qu'au début du divorce de la séparation, les 6 premières années, vous avez continué à voir la maman et les filles. Oui, je les voyais régulièrement. Très souvent. J'ai même témoigné contre mon fils au tribunal, comme quoi il l'avait maltraité, parce qu'il y a fait quand même pas mal de mal. Donc j'étais du côté de ma belle-fille. Donc je me suis toujours entendue avec elle, il n'y avait pas de problème. Après, il y a eu une histoire quand ma petite fille, celle qui a 23 ans, a grandi. Quand j'ai commencé à aller sur Facebook, donc je suis à la retraite depuis 10 ans, j'ai commencé à aller sur Facebook et tout, et un jour, c'est même pas moi, c'est mon fils, et mon dernier, qui a 32 ans, il l'a vu sur Facebook, et puis en nuisette, et puis il me dit, maman, je vais pas dire le prénom, mais bref, je regarde là, elle est sur Facebook en nuisette et tout, donc je me suis permis d'appeler sa mère et de la mettre en garde parce qu'elle était divorcée, la pauvre, et elle travaillait, elle laissait les filles seules à la maison, enfin le collège, la maison. Et je lui dis, écoute, Mathéo, bref, mon fils a vu les photos de ta fille, de ma petite fille sur Facebook. Fais attention aux photos qu'elle met sur Facebook, c'est nuisible, c'est ci, c'est ça. Les conseils d'une mamie. Elle l'a très mal pris. Bon, elle n'a pas la culture, elle est d'une autre culture. Elle a grandi ailleurs, où j'ai grandi moi d'ailleurs. Donc, elle a mal pris. Oui, tu traites ma fille de ci. C'est pas parce que j'ai divorcé de ton fils que tu crois que j'élève mal mes filles. Tatati, tatata. Bon, bref, j'ai stoppé parce que je ne voulais pas lui répondre étant donné que j'adore ma belle-fille. Ça s'est stoppé là. Et après, c'est revenu. Elle est revenue à la. Les coups de fil sont repartis. Elle m'en a pas trop voulu à cause de ça. On a mis les points sur les i. Après, qu'est-ce qui s'est passé après, la gamine a voulu passer le bac. Elle n'avait pas les papiers. Il lui manquait sa carte d'identité. Il voulait lui faire sa carte d'identité française alors qu'elle est née en France. Il y avait des problèmes d'identité avec le papa. Elle m'appelle, la maman. Elle me dit ça. J'appelle mon fils, comme tout bien, tout honneur. Et je lui dis, écoute, il y a un problème avec ton extrait d'acte de naissance, est-ce que tu peux me faire parvenir ? Ta gamine va passer le bac, il lui faut sa carte d'identité française. Bref, il m'envoie l'extrait d'acte de naissance, soi-disant la mère n'avait pas pu l'obtenir. Donc moi,
comme d'habitude, avec ma franchise d'italienne que je suis, et de pied noir, j'appelle ma belle-fille, je lui dis, écoute, j'ai appelé un tel, et voilà, il me poste l'extrait d'acte de naissance. Je te fais parvenir. Comment tu as pu reprendre des contacts avec lui alors que tu m'avais dit que tu ne lui parlais pas, tu as vu le mal qu'il nous a fait, tu as vu ci, tu as vu ça. Je lui dis, écoute, tu avais besoin pour le baccalauréat de la gamine, j'ai fait le nécessaire, et je te le dis. Maintenant, je l'ai reçu, je l'ai rappelé une semaine après, j'avais reçu. Oui. Voilà. Et on m'en a voulu. Plus personne au téléphone. Coupure totale, 4 ans. Oui, enfin... Ce mois-ci. Oui. Au mois d'août, pardon, pas ce mois-ci. Au mois d'août cette année, je reçois un coup de fil. Donc, elle avait bien mon numéro alors qu'elle n'avait pas de nouvelles depuis 4 ans. Je ne sais pas comment elle a fait pour l'avoir. Elle appelle sur mon portable et moi, j'ai pas changé de numéro depuis 3 ans, 4 ans, bref. Elle m'appelle, mamie, est-ce que je peux venir te voir? Moi, je lui dis, oh là là, quelle joie tu me fais. Je me suis mise à pleurer au téléphone et tout. J'ai dit, c'est la plus belle chose au monde qui puisse m'arriver. Tu peux venir me chercher à la gare à 15h, ok, pas de problème, je vais te chercher à la gare. Je vais la chercher à la gare, on s'embrasse, et je pleure parce que je suis devenue hypersensible, en plus de l'hyperthyroïdie qui me touche et tout. Donc je suis devenue hypersensible. Bref, elle vient à la maison, on passe un très bel début d'après-midi, parce qu'elle est venue vers 13h. Et j'appelle les garçons qui étaient à l'extérieur, les autres, puisqu'il y en a un qui vit avec moi et les autres non. Donc je les appelle, surtout l'aîné, c'était l'aîné qui était là, le marié, qui était marié. Je lui dis, viens voir, il y a un tel à la maison, comment ça se fait? Tout le monde s'étonne, enfin il arrive en vitesse, bien sûr. Et j'ai profité d'elle, et je lui ai dit, bref, on a parlé, elle m'a dit, est-ce que tu as contact avec mon père? J'ai envie de... Je lui ai dit non, moi j'avais bloqué son père sur Facebook et je vous mens pas, hein, j'ai eu peur qu'elle fouille sur mon portable. On sait jamais, j'aurais même pas pu lui dire non tellement j'étais contente de la voir. Je lui ai dit non, j'ai pas de contact. C'est vrai que j'ai de très rares contacts. Elle venait vous voir pour savoir ça? Exact, oui. Pour moi, à force de ruminer depuis le mois d'août, je pense que c'est une enquête qu'elle a menée parce qu'elle est très très futée. Et d'ailleurs, pour vous dire, c'est elle qui a tourné dans La Vérité si je mens 1. Elle avait 6 ans. Et alors, attendez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Julia? C'est qu'elle a passé donc un séjour chez vous cet été au mois d'août, c'est ça? Elle a passé une demi-journée. Ah, donc, et elle est repartie? Oui, une demi-journée. Et au bout d'un moment, au bout d'une heure ou 2 heures plutôt à la maison, elle me dit, je lui dis, mais ma puce, je sais pas que je m'inquiète, mais tu habites très très loin. Enfin, elle habite à l'opposé du Val d'Oise, disons. Et je lui dis, pour repartir, je veux pas te laisser repartir en train. Vous savez, je suis la maman poule italienne, hein, et mamie poule. Et surtout que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, une belle jeune fille devant moi comme ça. Donc je lui dis, écoute, je vais appeler mon fils, l'aîné, et puis il va te ramener à la maison. Comme ça, tu rentreras pas. Mais est-ce que ta maman est au courant déjà? Je veux pas que tu t'attardes à la maison. Je te fous pas à la porte, mais je veux pas que tu t'attardes à la maison. Donc voilà. Elle me dit, non, maman, je vais lui dire devant toi, il n'y a pas de problème. Tu sais, je suis une femme maintenant, j'ai 23 ans. Je dis, oui, c'est bien. Donc elle a appelé sa maman, elle me l'a passé, elle y a parlé, elle est allée dans le jardin lui parler, elle est revenue avec le fixe, avec mon portable plutôt, et elle me l'a passé. Et bon, pour vous dire l'entente est bien passée. Je lui ai dit, tu es au courant qu'elle est venue? Elle m'a dit non, je ne suis pas au courant, mais elle aura de mes nouvelles en rentrant. Mais bon, c'est son choix. Et voilà. Alors que la gamine, elle m'avait dit, j'ai rêvé de toi cette nuit, que tu allais mourir. Et voilà, j'ai décidé de venir te voir. Mais c'est quoi alors le sujet? Elle est venue vous voir donc une journée, cet été au mois d'août. Oui. Ok. Et après, elle est repartie? Elle est repartie, plus de nouvelles. Alors attendez. Mais vous n'aviez pas de nouvelles avant, Julia? Comment? Mais Julia, vous êtes en train de me dire que cette petite fille-là, de 23 ans, ça faisait donc depuis ses 18 ans, donc 4 ans. 4 ans que je ne l'avais pas vue. Voilà, 4 ans que vous ne l'avez pas vue. Elle débarque chez vous une après-midi du mois d'août pour venir vous voir, ok? Oui. Pour manifestement, ce qu'on comprend, obtenir des renseignements sur son père, qu'elle n'obtient pas. Elle en rend compte à sa mère et elle rentre chez elle. Et depuis, vous n'avez plus de nouvelles. Donc, il n'y a pas de... Depuis, elle est restée en contact avec moi le mois de début septembre, jusqu'au 15 septembre à peu près. Et après, plus possible de la joindre.
Au début, c'était j'ai pas le temps, mamie, j'ai pas le temps, mamie, j'ai pas le temps, mamie. Et après, plus vous de dites nouvelles. quoi, là, Julia? Et qu'est-ce que vous cherchez? C'est quoi votre question par rapport à ça? Ma question, est-ce que quand je dis à mes autres fils, à mes fils, pas mes autres fils, enfin, alors, oui, à mes 3 fils qui sont là, je leur dis, je veux aller frapper chez elle, j'ai besoin de les voir, elles me manquent. Je veux savoir pourquoi elle a fait ça et pourquoi elle me donne plus de nouvelles. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Mais Julia, il n'y a pas de lien. Non, mais Julia, vous faites d'un épiphénomène. C'est un épiphénomène. Une journée au mois d'août, quelque chose de général sur la relation. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez, ça vous blesse et vous avez eu donc des contacts au mois de septembre. Et tout d'un coup, ça réveille. Et c'est ce qu'on comprend. Les 4 ans où vous n'avez plus de nouvelles. Oui. Mais on sent quand même que ce soit d'ailleurs toute cette partie-là de votre famille, c'est-à-dire que ce soit votre fils qui a divorcé, que ce soit votre belle-fille, que ce soit les enfants de ce couple-là, c'est des relations excessivement chaotiques, là. Hein, oui, depuis des années. Oui. Donc, oui, et vous dites, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Comment ça se fait que ce soit aussi chaotique? Alors, comment ça se fait que ce soit aussi chaotique? Bah, là, je pense qu'il faudrait détricoter pas mal toute l'histoire. Mais surtout, vous avez l'air de vous étonner que ce soit chaotique alors que ça l'est depuis des années. Oui, et que ça fait des années qu'il n'y a pas de lien, de liant, qu'il y a des conflits, que vous avez témoigné au divorce contre votre fils, pour votre belle-fille, que du coup, bah, les enfants de ce couple, bah, forcément l'ont su. Moi, j'ai l'impression que chacun sait tout sur tout le monde dans cette famille, que chacun s'immisce dans les histoires des autres, et que ça, ben, c'est quelque chose à faire beaucoup de tensions et de conflits potentiels. Et j'ai aussi ce sentiment que chacun, enfin beaucoup, instrumentalise les autres. Et je comprends que vous en souffriez, Julia, parce que vous vous êtes fait instrumentaliser cet été par votre petite fille. Elle me manque et je voudrais reprendre au moins contact avec eux. J'ai pas compris pourquoi elle est venue faire sa petite enquête en me disant je vais descendre dans le sud et je vais le tuer, je vais le planter d'un coup de couteau. Elle m'a dit des paroles qui m'ont blessée, mais je n'ai même pas pu répondre parce que j'avais peur de la perdre. Elle vous a dit ça sur votre fils? Oui. Je vais le retrouver, lui planter un coup de couteau? Oui. Elle va pas bien, votre petite fille. Hein. Mais il leur a fait du mal. Hein. Il les a abandonnés, il est parti. Oui, d'accord. Il a trahi sa maman et tout. Mais voilà, ça reste mon fils. Comme je lui ai dit, tu me reproches d'avoir repris contact avec lui, mais j'ai repris... voilà, c'était pour toi, déjà pour te rendre service. Moi perso, ce gosse, j'ai divorcé, je l'ai eu à 18 ans. J'ai divorcé à 20 ans, je suis restée mariée 2 ans. Je l'ai laissé au pays où j'ai grandi. Et je suis rentrée en France avec mon deuxième mari. Oui, mais il a une histoire terrible. Bah oui, mais c'est une histoire terrible que vous nous racontez là, Julia. Oui, j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. Je ne raconte même pas la moitié de ma vie. J'appelais seulement s'il fallait que je me déplace dans le 92, parce que c'est loin pour moi, et que j'aille frapper à sa porte et que je demande une explication. Et je leur dis, j'ai envie de vous voir grandir, j'ai 70 ans. Julia, ouais, d'accord, mais voyez là, c'est très exacerbé, alors que ça fait quand même des années que vous n'avez plus de lien et plus de contact et plus de ce qui peut ressembler à ce qu'on appelle une famille entre vous. Et je pense simplement que le passage de votre petite fille a ravivé ça et que vous vous êtes senti blessé aussi dans votre ego, c'est-à-dire utilisé, instrumentalisé, ce que je vous disais, c'est très blessant pour vous. Et ça vous a pas plu du tout, parce que ça, c'est pas quelque chose qui vous plaît. Je suis très franche et très correcte. J'ai été opérée pendant toutes ces années qui m'ont pas vue et jamais personne n'est venu me voir ni rien du tout. Jamais personne n'a pris de mes nouvelles. Et du jour au lendemain, elle se présente à mon domicile et ça s'est très bien passé. J'ai même les photos et tout. J'ai vu des vidéos. Oui, mais je pense, Julia, vous voyez que là, enfin, de toute cette histoire très chaotique. Quel est le rôle d'une grand-mère?
Non, mais là, c'est pas la question, Julia. Et alors, je vais vous répondre quel est le rôle d'une mère avec votre fils, vous voyez. C'est-à-dire que là, on ouvre la boîte de Pandore de toute votre histoire de ce premier mariage, de ce fils de ce premier mariage, et maintenant de vos petits-enfants. Donc là, il y a vraiment quelque chose, j'ai presque envie de dire, à assainir sur ce versant-là de votre vie. Alors, soit, vous faites effectivement... Non, je vous parle pas de ça. Je vous dis que tout là est chaotique, et vous-même vous le dites, c'est les faits. C'est simplement qu'il y a des faits, il n'y a pas de faute. Il y a ce que vous avez su faire à un moment de votre vie. Il y a la vie que vous avez eue. Donc il n'y a pas une histoire de qui a tort, qui a raison. Elle est pas là, l'histoire, dans les sentiments d'une famille. On n'est pas à compter des points, ni à compter des points avec votre petite fille. Et votre petite fille n'est peut-être pas... tranquille, je veux rien avoir sur la conscience. Oh, on en a tous, hein, Julia. On en aura tous. On en aura tous. Vous croyez qu'on est parfait? Moi-même, franchement, Sophie, vous avez l'âge de mes enfants, de mon fils aîné. Vous êtes très jeune. Voilà, je ne veux pas partir avec quelque chose sur la conscience. Je voudrais avoir le cœur net. Oui, mais alors ça s'appelle de la culpabilité. La culpabilité, c'est qu'on veut maîtriser les choses. Oui, il y a quelquefois des choses qu'on n'a pas su ou bien fait, ou peu importe. C'est pas une histoire de bien ou de mal faire. C'est que vous, là, vous avez une zone d'ombre qui vous fait mal dans votre vie, mais qui est quand même excessivement sensible, avec des petites filles à fleur de peau, une belle fille également, un fils également. Peut-être ce serait en parlant en apaisant les choses avec votre fils que le lien y part de là. Peut-être que la réponse, elle est du côté de lien avec votre fils. J'appelle mon fils, je suis en contact avec lui. Je l'ai appelé même pour son anniversaire le 1er avril et tout. Je l'appelle et je lui dis maintenant elle a arrêté de t'insulter au téléphone parce qu'elle l'insultait, elle l'injuriait au téléphone, c'était horrible. Oui, mais vous ne mêlez pas trop, Julia, de tout ça. Non, mais après c'est tout ce que j'ai posé comme question. Hein. Je n'ai pas été plus loin que ça. Hein. Je ne rentre pas dans sa vie, non. Je lui ai juste posé la question, est-ce qu'elle a arrêté de t'insulter? Est-ce que tu as des nouvelles des filles? Il m'a dit non, ça s'arrête là. Après, j'en parle plus. Hein. Je m'initie pas devant, ni dans sa vie, ni dans la vie des gamines. Mais je voudrais les revoir. Enfin, j'ai pas compris pourquoi cette enquête furtive. Vous n'avez pas compris pourquoi quoi? Pourquoi cette enquête furtive qu'elle est venue Non, ça faire, vous a blessé. Bien sûr que si, vous avez compris. Vous avez complètement compris. Tout est conflictuel et sous tension. Par contre, ça vous a blessé. Et je pense que si vous commencez par reconnaître ce que ça vous fait à vous, vous allez pouvoir avancer. Hein, donc il y a pas, vous n'avez pas à avoir l'information, ça leur appartient. Mais par contre, vous avez été très blessé d'être utilisé. Et comme dit Olivier, voilà, vous étiez tellement en attente alors que votre petite fille s'est un peu servie de vous. C'est finalement très triste, hein, votre histoire de famille. Et il n'y a pas effectivement, comme dit Yvan, à vous justifier sur vos relations avec votre fils, votre belle-fille, vos petites filles. C'est quelque chose à vivre. Donc c'est vous maintenant, la balle, elle n'est pas seulement dans votre camp, elle est dans leur camp à eux aussi. Vous pouvez pas avoir la toute-puissance sur ces relations dont tout s'est construit peu à peu. Et vous n'avez pas toutes les clés. On n'a jamais toutes les clés d'une relation. Oui, je me suis dit, elle va se marier, elle va avoir des enfants, je vais... voilà. Eh bien peut-être, avec le temps, vous avez envoyé un gentil mot, une petite lettre, quelque chose, un SMS? J'ai envoyé beaucoup de mails au début, et toujours sans réponse, et puis j'ai lâché prise. Oui. Parce qu'à chaque fois que j'envoyais un mail, c'était un coup de poing qui me rentrait dans le cœur et j'en pleurais. On vous répondait? Parce qu'elle les autres, mes fils, ce qui me disaient, maman, arrête de souffrir comme ça. Ça leur fait de la peine de me voir pleurer comme ça, quoi. Et ben alors pensez à vos autres enfants, voilà, et essayez au moins que là où ça se passe bien, ça se passe vraiment bien, peut-être aussi. C'est ça qui va vous aider. Et vous donner de la ressource. Mon autre aîné, qui a 38 ans, et de deuxième mariage, donc il a 38, il me dit, maman, t'as 2 petits... Moi, j'ai une fille et un garçon, et quand je te les emmène, tu en profites pas, et tu parles toujours des autres qui sont loin, qui prennent pas soin de toi. Ils comprennent pas. Oui, mais là, vous voyez, on est dans qui a tort, qui a raison. C'est pas comme ça qu'on arrive à assainir des relations familiales en comptant les points dans tous les sens, que c'est pas bien, que machin, qu'ils auraient dû. Bon, Julia, je vous laisse réfléchir à tout ce qu'on s'est dit là, et vous apaiser un peu et de prendre un peu de recul, un peu de distance. Je vous embrasse. Au revoir, Julia. Merci, je vous embrasse. Gros bisous. Continuez comme ça.
Bonsoir Manu. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Sophie. Alors je suis ravi de vous réentendre. Je vous avais déjà eu cet été. Et moi je tenais simplement à donner mon avis à Sébastien que vous avez eu juste avant. Et que c'est quelqu'un qui a l'air d'être très très bien. Mais qui aurait besoin effectivement de coups de pied aux fesses comme vous le disiez tout à l'heure. Vous m'entendez? Je vous entends pas du tout. Oui. Moi, je vous entends très bien. Qui aurait besoin de coups de pied aux fesses, tout simplement parce que c'est quelqu'un de très bien. Je suis sûr qu'il s'en sortira. Et ma foi, l'idée de l'étranger, quand vous avez dit ça, j'ai pris le téléphone et j'ai dit allez, j'appelle. Tant pis, ils vont me réentendre, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais en fait, moi, si vous voulez, en fait, j'ai eu une histoire où si j'étais resté en France, je pense que je me serais enlisé et qu'à un moment donné, j'avais besoin de vivre autre chose. J'ai vécu des malheurs comme tout à chacun. J'ai perdu ma maman très jeune, j'ai perdu mon frère juste après, qui était jeune aussi. Ma mère avait 41 ans, j'en avais 17. Mon frère est décédé 2 ans après, il avait 23 ans. Mon père s'est mis à boire, donc du coup j'ai pris mon frère sous le bras, vraiment voilà. Et puis mon petit frère qui avait 8 ans sous le bras et là on a vécu ensemble, etc. Enfin bon, si vous voulez, c'est un enchaînement de choses au niveau de ma vie et puis après ma vie à moi s'est faite en tant qu'homme. Et alors juste à rassurer, il m'a juste à cet endroit-là, Manu, justement pour comprendre, parce qu'en plus si Sébastien vous écoute, est-ce que vous vous sentiez justement très victime de cette vie-là, complètement abattue? J'ai pas eu le temps. Ah, c'est excellent. J'ai pas eu le temps. Oui, ça allait trop vite, il y avait trop de baffes, trop de coups. En fait, quand ma mère est décédée, juste après que ma mère soit décédée, on a commencé à un peu relever la tête et tout de suite après, enfin tout de suite non, mais en 2 ans, mais pour moi 2 ans ça a été tellement rapide que voilà, et en fait j'ai eu l'impression de recouler une deuxième fois, mais j'avais pas le temps de recouler, que fallait que je m'occupe de mon petit frère parce que malheureusement mon père est tombé dans l'alcool et en fait j'ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit. J'ai jamais été consulté qui que ce soit, j'ai jamais pris aucun cachet pour dormir ou d'anxiolytique, rien. Et je peux vous dire que parfois j'ai passé des soirées à pleurer parce que j'ai dit mais c'est pas possible, on s'arrête d'un côté et ça repart de l'autre, enfin bref, mais j'ai pas eu le temps de m'arrêter, de penser à moi. J'ai pensé aux autres, j'ai pensé à mon frère à cette époque-là, et puis j'ai jamais eu le temps de m'arrêter. Enfin, je travaillais des fois 14 heures par jour, je travaillais sur 2 boulots en même temps pour pouvoir pallier, parce qu'il a fallu que je prenne un logement, j'avais 18 ans, enfin bon, mais c'était comme ça. Et puis après, j'ai grandi, on va dire, et j'ai mûri également, et puis je me suis marié, j'ai eu 6 enfants. 6 enfants, waouh. Oui. 6 filles, j'ai pas trouvé le mode d'emploi pour le garçon, mais bon, c'est pas grave. J'ai eu 6 filles, et puis la vie a fait que mon ex-conjointe, puisqu'aujourd'hui je suis séparé, mon ex-conjointe a retrouvé son premier amour de jeunesse, et moi je me suis retrouvé une fois de plus, sans enfant, sans rien, mais alors là j'étais 15 mètres sous terre, on va dire. Bon, voilà. Et puis j'ai continué ma vie, j'avais pas le choix, fallait bien que je mange, fallait bien que je travaille, fallait bien payer les pensions alimentaires, etc. Malgré tout, je me suis battu pendant des années, etc. Bon, après ça a été très conflictuel avec mon ex-conjointe qui a voulu faire voir que elle a été très malheureuse, etc. Donc elle a même pas été entendue, parce que on est malheureux quand on est avec un homme et qu'on a un enfant ou 2, mais 6 à un moment donné, il y a un problème, quoi. Enfin bon, bref. Vous voyez, tout était comme ça. Et puis j'ai un ami très très proche qui était très proche de moi et qui m'a aidé. Et aujourd'hui, je vis avec cet ami parce que, alors que ça m'est jamais venu à l'idée d'être homosexuel ou pas homosexuel, etc. Et je suis avec un ami. Et à un moment donné, on a dit on va se reconstruire. Et aujourd'hui, on vit au Maroc et on est heureux. Et vous vivez en couple au Maroc. Et quand vous avez entendu donc le témoignage de Sébastien, quand vous avez dit mais pourquoi vous partiriez pas à l'étranger, j'ai dit là faut que j'appelle. Parce que moi, si vous voulez, quand on est arrivé au début, en fait, nous, quand on est arrivé au début, je ne vous cache pas que c'était un peu compliqué parce que la culture n'est pas du tout la même. Mais aujourd'hui, alors qu'en France, je vivais à 500 000%, vous voyez, on vit à 300 km/h. Aujourd'hui, on vit à 15 à l'heure, mais c'est vachement bien, quoi. Enfin, on profite de la vie. On regarde les fleurs pousser, enfin, vous voyez. Et pourtant, je travaille à la maison. On vit, mais on a une vie. Vous voyez, on se laisse. Mais en même temps, quand je vous écoute, avec bien sûr tous ceux contre quoi ou avec quoi vous avez dû vous battre, Sébastien qui encore chez sa maman, qui a du mal à se prendre en main, presque à mettre un pied devant l'autre, alors même qu'il a tout à fait conscience que il y a un billet d'avion pour le Maroc, par exemple, qu'il est en perdition. Vous voyez.
Et je suis sûr que, alors moi je dis le Maroc, mais après il y a d'autres pays. Hein. Oui, il y a, et je suis sûr que l'idéal est là. Ouais. Il y a toute l'Asie. Il y a quelque chose là-bas. Je vous dis. Ouais, allez-y. Se retrouver face à soi-même, parce qu'en même temps, voilà, on débarque sac à dos dans un aéroport sans savoir où aller, où dormir, et voilà. Et alors? Voilà. Et nous on est arrivé. Alors moi j'ai mon ami qui est allé avant au Maroc et qui nous avait trouvé une location on va dire en attendant, hein, si je puis dire. Et donc et puis maintenant on a trouvé une belle location. Enfin voilà, on est vraiment installé réellement et véritablement bien. Et on est vraiment très 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 heureux. Ça a été un peu compliqué au début parce que je vous dis, la vie est complètement différente. Mais c'est super beau la vie. Bon, c'était un message. Oui. Voilà. C'était juste un message. Savoir larguer les amarres. Un message d'espoir. Merci à vous, Manu. Comme ça, on termine sur une note chaleureuse en direct du Maroc. Il y en a besoin, hein. Voilà. Merci, Manu. Merci. On vous envoie plein de palmiers. Ouais, je veux bien. Merci, Manu. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une belle et douce nuit.